Donc pour l'intervention suivante, on a le plaisir d'accueillir Claude Gissot, directeur de projet à l'AMDAC à l'adresse, pour une intervention sur les encouragements et la valorisation de l'ouverture des données de santé. Hop. Merci, bonjour à tous. Donc je travaille donc à l'adresse, donc direction recherche, études, évaluation et statistiques du ministère de la Santé, qui couvre aussi les sujets solidarité. Et donc on va prendre un pas un peu de côté, un peu plus généraliste. Je ne vais pas parler spécialement de recherche en santé, mais c'est pas l'objet. C'était aussi de vous montrer comment, en réalité, il y a, au-delà de ce qui a été exposé précédemment, il y a un mouvement général qu'on essaie évidemment de pousser autour de l'ouverture des données, des codes et de manière générale de la gestion des données et qui, pour faciliter en réalité les réutilisations. Parce qu'on a beaucoup parlé de recherche clinique, et c'est tout à fait légitime bien entendu dans cette affaire-là, mais on sait aussi que il y a de la recherche autour à partir des données réelles, et il y a quelques personnes dans la salle qui sont assez bien placées pour ça, et qui sont évidemment aussi des assets, enfin des produits qui permettent de faire avancer quelque part la recherche, que ce soit d'ailleurs dans la santé ou dans d'autres domaines. Alors, pardon, je vais un peu vite. Voilà. Donc le sujet AMDAC, donc c'est un acronyme assez barbare. J'en suis fortement désolé, mais ça veut dire Administration ministérielle des données, ouverture des codes, des données et des codes. Donc c'est assez voilà. Et donc c'est quelque chose qui a été initié, et on a parlé tout à l'heure de la loi pour la République numérique, mais évidemment qui a été aussi avec d'autres jalons, on pourrait parler ça, à travers le rapport Botorel que vous avez certainement connu, et évidemment, et aussi donc la circulaire de 2021 du Premier ministre qui a, à la suite de ce rapport, décidé de créer des administrateurs ministériels de données dans chaque secteur. Et donc, il se trouve que, évidemment, l'adresse, qui était assez bien placée sur la question des données de santé depuis longtemps, a été désignée pour faire prendre ce rôle-là et donc organiser des actions sur cette question-là au sein de son secteur, du ministère, donc santé et solidarité, qui au passage fait à peu près 30% du PIB. Voilà, c'est juste ça. Donc, malgré tout, c'est quand même un truc assez important. Et donc, l'adresse est mise en mesure de faire ça à travers alors, des systèmes voilà, à droite, vous avez en gros les grands axes qu'on cherche à faire. Alors, on a des leviers qui sont des leviers de conviction et d'amener les gens à adhérer à des choses. On ne crée pas d'obligation absolue, on n'a pas d'argent, etc., pour dire à la fin des fins, vous serez payé parce que vous avez fait ça. On n'est pas tout à fait dans ce schéma-là, on est dans un schéma où on cherche évidemment à faire adhérer. Et ce n'est pas uniquement sur de la science, enfin, au sens dur, tel que tel que ça a été présenté aujourd'hui, c'est évidemment aussi pour de la communication de données grand public, et y compris, et donc évidemment, des données qu'on appelle dans notre jargon open data, mais qui sont évidemment importantes pour le citoyen, c'est-à-dire qu'au-delà de l'impact sur les chercheurs, la question de la transparence de l'action publique, la question de finalement à quoi sert l'argent qu'on donne à l'ensemble de ces organismes, sert à tout ça. Donc, à droite, vous avez quand même les 4 axes, en tout cas, de ce qu'on cherche à faire, c'est-à-dire essayer donc de faire autour de l'animation, fédérer les acteurs autour d'actions communes sur les données et sur leur partage et sur la diffusion. Sensibiliser les agents. Alors les agents, quand on est les agents du ministère, et pas que du ministère, parce qu'évidemment, on constitue un réseau autour de l'ensemble des organismes du ministère, et d'ailleurs la PDS, enfin la plateforme des données de santé, puisqu'il faut l'appeler, enfin moi je l'appelle comme ça, pour des raisons franco-phones, mais ministérielles. Donc, évidemment, le HDH en fait partie, et la PDS. Donc, et puis, de la gouvernance, parce qu'en réalité, et on l'a bien vu dans l'exposé précédent, la question de préparer les données et préparer leur ouverture, eh ben, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Il y a du boulot. Ça a été dit 2 fois, et je pense que c'est très important à ce niveau-là. Et la circulation, donc partage, exploitation. Donc, on a une première feuille de route a été publiée en 2021 qui a été animée. Voilà.
Alors, ça vous donne une petite frise chronologique. Je ne vais peut-être pas totalement détailler parce qu'on n'a pas tellement le temps, mais vous aurez le support. Mais globalement, alors, est-ce que j'ai un pointeur ici? Non, ah, si, ça marche, pardon. Alors, donc, la nomination et l'application de la feuille de route. On a élargi évidemment, au ministériel et les référents. On a choisi et on a demandé à chaque organisme de notre secteur de nommer des référents et nous permettre effectivement de travailler avec eux. On a organisé des journées de la donnée une fois par an. D'ailleurs, elle était hier. Pour tous ceux qui n'auraient pas pu venir, vous pourrez voir les présentations qui ont été faites là-dessus. Et on a évidemment essayé de produire des choses autour des éléments, et on va le voir tout à l'heure, par exemple, sur une chose qui peut évidemment intéresser énormément aujourd'hui, c'est-à-dire on a un guide d'accompagnement à l'ouverture d'un code, c'est-à-dire essayer de dire aux acteurs, si vous voulez ouvrir un code, voilà les questions qui vont se poser, voilà les ressources qui vous permettent de déterminer comment vous voulez le faire et ainsi faciliter ça. Alors évidemment, ça n'a, encore une fois, ça n'a qu'une vertu, c'est de la recommandation, c'est pas l'obligation, c'est pas, comment dire, il suffit pas d'appuyer sur le bouton, il faut quand même réfléchir, il y a des questions à se poser, de ce qu'on cherche à faire, etc. Mais néanmoins, ça peut faciliter ça au sein des organismes. Et évidemment, notre réseau nous a permis aussi, si j'arrive, notre sujet étant évidemment de faire de l'adhésion, c'est-à-dire on a dit au réseau, c'est quoi vos sujets, c'est quoi vos problèmes et comment on peut essayer de les résoudre collectivement. Donc on a fait une nouvelle feuille de route parce que évidemment la première était un peu le début et donc principalement tourner autour de quelques éléments et de communication, mais aussi de l'organisation de notre réseau et du travail en réseau. Mais après, on a essayé de mettre en place des choses avec des produits plus liés, et notamment à des projets emblématiques. Donc, alors encore une fois, nous, on couvre santé et solidarité. Donc, on ne va pas parler que santé aujourd'hui, et évidemment, enfin, en tout cas pour nous. Et vous avez, évidemment, dans les projets emblématiques qu'on avait fait, par exemple, réduire le non-recours aux prestations sociales en utilisant la donnée comme levier. Alors ça, vous le savez très bien parce qu'on en entend parler un peu, c'est-à-dire qu'on sait très bien que les chiffres ne sont pas toujours très bien étayés, mais néanmoins, il y a plusieurs pourcentages de gens qui renoncent à demander telle prestation parce que c'est trop compliqué, parce qu'ils ne savent pas comment faire, parce que je sais que c'est là. Bon, et donc on essaye de pousser, en tout cas d'encourager ces projets. On avait des sujets comme le créer l'espace commun de données solidarité, non pas à l'image de ce qui a été fait dans le cadre de la santé avec la plateforme des données de santé, mais essayer d'encourager les gens à se parler sur qu'est-ce qu'ils produisaient comme données, comment on pouvait les utiliser, comment on pouvait les mettre à disposition et éventuellement les réutiliser à travers notamment les chercheurs, mais pas que les chercheurs, mais aussi l'administration. Bon, après, on avait des sujets plus... alors, santé et environnement est un sujet évidemment très important qu'on est en cours de travailler. Ça peut vous intéresser pour certains qui sont dans la salle. Simplifier la collecte des données de santé, notamment dans les établissements de santé. Donc, on a des petits sujets autour de recueil de données qui ne sont pas simples dans les établissements, on le sait. Voilà, mais évidemment, là encore, c'est des sujets assez compliqués. Et évidemment, la gouvernance, ou en tout cas la maîtrise du capital des données et des codes sources. Voilà, donc notre dynamique de travail est plutôt à travers des groupes de travail et essayer d'emporter, encore une fois, l'adhésion et d'emporter les gens avec ces sujets. Donc on avait évidemment des sujets. Évidemment, notre réseau, il est assez large, mais il est quand même essentiel autour des directions d'administration centrale du ministère, mais aussi des principaux porteurs de données à côté, je veux dire, donc principalement aujourd'hui sur la question de solidarité, beaucoup les caisses de sécurité sociale, et évidemment, mais aussi l'agence technique information hospitalière que vous connaissez bien sûr pour la plupart, etc., etc. Vous avez l'établissement français du sang, l'agence du médicament, Santé publique France, etc. Donc tout ça se fait en collaboration avec tout ce petit monde, avec l'idée, voilà. Et donc, ce qu'on a fait ensuite pour essayer alors de pousser l'ouverture de manière générale, vous avez des exemples là, un guide pratique donc pour accompagner les projets d'ouverture des codes. Donc on a fait un GT et merci au passage à PDS d'avoir participé au pilotage de ce GT pour essayer de donner une espèce de
Voilà. Comment faire, quoi. Alors, c'est pas une méthode au sens strict, c'est plutôt des ressources en disant c'est quoi les questions qu'il faut se poser, c'est quoi la licence, comment on peut choisir la licence, quels sont les critères, comment on obtient et à quel moment on a intérêt à obtenir l'accord de la direction pour sortir le code, parce que de temps en temps, il y a des gens qui veulent sortir le code, puis au dernier moment, la direction dit non, on va peut-être pas le faire maintenant parce que c'est pas le moment. Donc il faut se préparer à ça. Donc tout ça, ces questions-là, on essaie d'avoir fait un livrable pratique. Donc il y a 6 fiches pratiques, etc. Et donc on a fait. Et donc vous pourrez télécharger, vous pourrez trouver tout ça, évidemment, en ligne. Alors, on a beaucoup parlé de partage de données et la question, vous l'avez déjà dit, etc. Bon, partager les données, sauf que les données de santé, données personnelles de santé, ça ne se partage pas totalement non plus comme n'importe comment, parce que quand c'est des données personnelles qui sont réidentifiantes, il y a des règles, quoi. Il y a des règles et on ne peut pas faire ça facilement, ou en tout cas, vous ne pouvez pas mettre ça sur une clé USB et puis aller l'envoyer à la publication, au responsable de la publication, parce que c'est pas comme ça que ça marche. Voilà. Donc là, on va travailler en cours de travail pour faire essayer d'avoir aussi, d'essayer d'exprimer un peu des choses sur la pseudonymisation. Là, pareil, le livrable va arriver au cours de l'année. Notre idée, encore une fois, c'est pas le livre blanc sur la pseudo, c'est pas notre objet. Notre objet, c'est encore une fois d'apporter des réponses un peu pratiques en disant, voilà, je voulais faire ça. Si j'ai besoin de faire une pseudonymisation qui soit irréversible, comment je m'y prends? Si je dois faire une pseudonymisation qui doit me permettre de revenir sur les patients de manière individuelle, comment je m'y prends, etc., etc. Bon. Du coup, là c'est un peu la publicité pour notre action, mais néanmoins c'était important pour vous de connaître les ressources et de pouvoir y aller. On va mettre en place, on a mis en place un petit livret qui récapitule toutes nos productions et qui va nous permettre, etc. Ce dont je voulais vous parler particulièrement, mais c'est qui va arriver, je pense, derrière, c'est-à-dire qu'on a centralisé toutes nos productions, parce que par ailleurs, quand on fait les journées de la donnée, on fait des vidéos, on les prend en captation vidéo, donc on peut les réutiliser. Et donc, pour ceux qui s'intéressent à la donnée, et pour peut-être même le partager avec d'autres, on a fait des vidéos pédagogiques, donc je souligne l'intérêt, parce que même, y compris pour des gens qui sont totalement neufs sur ce sujet-là, parce que notre intérêt pour nous, c'est d'expliquer que quand vous allez voir un juriste dans votre établissement ou dans votre organisme, que s'il a une petite compréhension de la donnée, c'est plus facile pour apporter une réponse au problème que vous lui posez. Si ne sait pas comment ça marche du tout, c'est plus compliqué. Donc tout ça, ça fait partie de la sensibilisation, non pas de la culture des gens qui vont traiter la donnée, mais aussi de la culture de ceux qui sont autour de vous, autour de ceux qui vont traiter la donnée, pour faciliter finalement la gestion générale. Voilà, donc ça, on va faire ça, et puis on le mettra à jour régulièrement, et on fera évidemment des choses, on continuera à produire. Là, par rapport à cette journée, c'est un point important, non pas par rapport aux données des essais cliniques qui ont été présentées, mais plutôt sur l'ensemble des données telles qu'elles existent dans le champ. Et donc, alors évidemment, c'est le champ santé-solidarité, c'est un peu plus vaste que le champ santé, mais on essaye vous connaissez data.gouv, j'imagine, comme tout un chacun, enfin normalement, mais on voit bien qu'aujourd'hui, tous les organismes, et je dis bien tous les organismes, se sont mis à faire des sites en open data. Et c'est très bien, ça va avec la loi République numérique, ça va avec l'idée de la transparence, de la politique, évidemment, des données, c'est très bien. Simplement, ça fait un foisonnement de trucs qui fait que quand vous cherchez quelque chose sur data.gouv, c'est pas si simple. Voilà, c'est pas si simple. Et donc notre idée, du coup, c'est plutôt que d'obliger chacun des opérateurs à envoyer leur jeu de données à data.gouv, puisqu'ils ont déjà publié sur leur site Open Data, c'est plutôt de référencer les différents sites Open Data pour qu'on puisse ensuite aller chercher les... Alors, ça ne va pas résoudre tous les problèmes, parce que si vous cherchez des données, alors Antoine est là, mais si vous cherchez la cartographie médicalisée des dépenses, il faut que vous sachiez que c'est quelque part à la CNAM,
Bon, c'est pas nécessairement absolument clair, mais néanmoins, après, il faudra évidemment mettre un système mots-clés ou des choses comme ça qui vont permettre ensuite, avec les moteurs de recherche, de retrouver. Mais l'idée là, c'est de pouvoir référencer et de donner à voir l'ensemble des plateformes sur lesquelles on peut retrouver des données sur le champ. Et parce que, évidemment, encore une fois, on ne peut pas tout mettre sur data.gouv, ça n'existe pas, et ça demanderait un effort à peu près surhumain, et qui dépendrait de la bonne volonté de chaque opérateur. Or, on a vu, et Clara tout à l'heure, c'est que, quelque part, ouvrir les données, ouvrir les publications, ouvrir les codes, etc., ben, ça a un coût humain. Il faut des gens pour le faire. C'est pas automatique. Il faut préparer les données ou préparer le code. Il faut quand même, quand vous sortez un code, par exemple, vous devez vérifier que au sein du code, vous n'avez pas laissé des données personnelles, par exemple, ce qui des fois arrive, ou des mots de passe qui seraient dommage de mettre en public, etc., etc. Il faut organiser le code pour qu'il soit à peu près lisible et réutilisable, ce qui a été aussi dit, effectivement, parce que sinon, si vous donnez un code brut, avant que quelqu'un soit capable de l'analyser et puis peut dire ça fait ça, et si je veux faire autre chose, il faut que je bouge cette ligne-là de commande et pas l'autre commande, etc., etc. Donc vous savez tout ça, mais néanmoins, voilà. Donc ça va nous permettre de faire ça et de donner à voir tout ça, d'autant plus que tous ces sites, en réalité, ils bougent. Parce qu'en réalité, vous avez tous les opérateurs, évidemment, à un moment donné, ils ont un site, ils veulent élargir ses capacités, ils veulent élargir ses fonctionnalités, ou ils veulent le mettre au goût du jour parce que il y a 10 ans, il fallait faire des tuiles, maintenant, on est plutôt dans l'affichage avec les machins. Enfin, toutes ces questions-là sont éminemment importantes et du coup, voilà, c'est un produit assez important. Et je mets en lumière aussi des choses qui ne sont pas toujours facile à retrouver, hein, c'est la question des répertoires, hein, parce que les finesses ou le RPPS sont des sujets assez importants, hein, connaître les établissements et connaître les professionnels. Vous avez aussi le répertoire des spécialités pharmaceutiques. On sait très bien que là aussi, on en a parlé hier d'ailleurs, les référentiels médicaments. Il y a encore des progrès à faire pour que quelque chose soit à peu près propre et qu'on distingue bien ceux qui sont dans les établissements, ceux qui sont en ville, ceux qui sont remboursés, ceux qui sont remboursables, mais pas remboursables, etc. J'aime pas, c'est des meilleurs. Bien sûr, vous avez des sujets géographiques, et là aussi très importants. Voilà, donc vous avez plein de choses. Là, j'ai parlé beaucoup de santé parce que aujourd'hui, on est plutôt sur la question santé, mais néanmoins, toute la partie solidarité existe, et évidemment, avec des sujets comme la CNAV, avec toute la question des données sur les personnes à la retraite, etc. Toutes les personnes qui perçoivent des allocations familiales, et tout ça, etc. Donc, voilà, des travaux qu'on fait là-dessus. Et de manière générale, tout ça touche à la gouvernance de la donnée, voilà, de A jusqu'à Z. Alors évidemment, quand on est chercheur, on est un peu en aval. Et encore, comme il a été dit, c'est que si on veut se préparer à ouvrir les données derrière, il faut un tout petit peu savoir comment on les gère, savoir comment on les documente, etc., etc. Et ça se fait. C'est du boulot là aussi, et ça demande un effort important, d'autant. Alors, vous avez beaucoup parlé des essais cliniques, mais quand on utilise des données déjà recueillies par les autres, par quelqu'un d'autre, ça a été dit tout à l'heure, il faut un tout petit peu les transformer généralement. Et ce coût de transformation, il faut qu'il soit tracé. Parce que si vous ne tracez pas cette transformation, à la fin, vous savez une mesure de quelque chose, donc vous ne savez pas comment elle a été faite. Et analyser des données dont vous ne savez pas très bien comment elles ont été faites, c'est toujours un peu hasardeux parfois. Donc là aussi, la question de la fiabilité, la question de la traçabilité, en réalité c'est comme dans les médicaments, il faut l'avoir, y compris sur les données. Et donc tout ça fait partie de la gouvernance des données et sur lesquelles on a aussi beaucoup de travail qu'on fait avec l'ensemble des acteurs de notre réseau, et évidemment avec des choses importantes à faire sur le catalogage. Et donc, voilà. Et donc, nous, on fait un peu de communication autour de ça pour essayer, évidemment, de faire passer les bonnes pratiques, de faire comprendre aux gens qu'il faut s'intéresser à ce sujet, qu'il faut y mettre des moyens, que ça ne peut pas se faire sans qu'on combine des expertises qui sont des expertises un peu de système d'information, un peu de métier,
un peu de juridique, parce que vous avez beaucoup de choses juridiques. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas diffuser des données comme ça, vous ne pouvez pas, etc., etc. Et donc, il faut arriver donc, à sensibiliser. Donc, pour ça, on fait à la fois donc, des rendez-vous mensuels, des petits webinaires de demi-heure tous les premiers jeudis du mois de manière générale. La journée de la donnée, j'en ai parlé, donc on est à la 3e hier. On a environ 500 ou 150 participants. On a tout ça est enregistré, peut être réutilisé. Et au contraire, doit être réutilisé. Là aussi, c'est pareil, c'est qu'on produit des choses qui doivent être partagées et en tout cas diffusées et réutilisées. Et on a fait des webinaires thématiques. Et là, cette année, on a fait un webinaire thématique autour de l'IA-Gène, parce que c'est des sujets qui ont beaucoup préoccupé le réseau de référents, parce que aujourd'hui, il y a un côté, comment dire, en ce moment, il faut faire de l'IA-Gène. Ok, très bien. Mais enfin, l'IA-Gène, c'est un outil. Il faut savoir à quoi on l'utilise, quelles sont ses limites, quelles sont ses possibilités et comment on doit la maîtriser. Et ça, c'est pas juste un bouton, là aussi, sur lequel on appuie qui va vous produire des choses. Si vous n'utilisez pas le bon modèle, si vous n'utilisez pas le bon base d'apprentissage, si votre base d'apprentissage est biaisé, qu'est-ce que vous faites, etc. Tout ça, ce sont des bonnes pratiques qu'il faut arriver à partager pour, évidemment, mieux maîtriser tout ça. Et puis Lambda Courrier, j'en ai parlé, qui renvoie à nos affaires. Donc du coup, voilà, c'est pour vous donner un peu, quelque part, cette... alors vous pouvez nous écrire si vous avez des questions, bien entendu, et retrouver. C'est pour vous donner aussi à voir que, évidemment, la partie de l'open science en santé n'est pas en dehors du monde du reste, quoi. Et on essaie de faire progresser sur l'ensemble des champs. Et c'est vrai dans tous les secteurs ministériels, puisque, évidemment, cette activité qu'on a aujourd'hui en santé et solidarité, elle se place, évidemment, y compris côté recherche, évidemment, et y compris dans les autres secteurs ministériels, écologie, travail, etc., tout ce dont nous sommes. Et tout ce réseau-là étant animé par la direction interministérielle numérique qui porte évidemment tous ces sujets de manière générale. Voilà très rapidement pour vous donner une vision globale de cette question de l'ouverture et du partage des données au niveau interministériel. Et...